On a accompagné jusqu'à présent plus de 350 projets d'innovation, donc que ça soit start-up ou entreprise depuis ces 6 ans. Donc à l'intérieur, on a 260 à peu près start-up qui ont pu être accompagnées donc dans nos programmes d'incubation. Donc on les accompagne de l'idée jusqu'à justement la preuve de concept et recherche de clients, avec près de 17 millions d'euros de financement éprouvés pour eux. On a de même accompagné des entreprises donc dans leur transformation, dans l'innovation, avec près de 75 startups donc accélérées en co-construction avec ces groupes. Donc c'est fort de cette expérience qu'on vous ces projets-là et accompagner une vingtaine de groupes dans l'innovation aussi interne auprès des salariés. Donc, juste en petite introduction, aujourd'hui, quand on accompagne justement des startups, des projets qui rentrent au stade de l'idée chez nous, donc en incubation, qui est le premier métier d'incubateur. Donc, on met au service finalement ce savoir-faire d'accompagnement des startups pour leur croissance et la collaboration derrière avec les grands groupes. On a justement donc un programme d'accompagnement sur 10 mois où nous avons près de 130 ateliers donc, qui ont été agrémentés par Calliope, qui nous permettent également finalement de former des salariés de groupe dans ces méthodologies Lean, ces méthodologies agiles pour construire un projet en mode start-up. Donc, on a tout un écosystème que l'on met au service justement de l'accompagnement de projet avec près de 330 mentors sectoriels pour cet accompagnement, des événements au niveau national et ancrés vraiment sur nos territoires dans lesquels nous sommes localisés, avec un vrai objectif à la fin de résultat, puisque nous-mêmes nous accompagnons et nous investissons donc dans les startups dans lesquelles nous sommes, avec 10% contre 25 000 euros en termes de financement. Donc, on a une vraie capacité à aller sourcer des projets au niveau national, aussi bien dans le portefeuille d'incubateurs que donc sur cet ancrage territorial dans lequel aujourd'hui nous sommes. Nous avons différents partenaires avec qui on travaille. Je vais passer assez rapidement, mais on a des capacités justement d'accompagner les projets, que ce soit sur la production digitale, deep tech, avec des laboratoires au niveau national pour des travaux plus de R&D, sur du hardware pour du prototypage et la pré-série et des projets à impact. Donc, c'est finalement tout ce cercle vertueux qui permet de travailler sur des collaborations entre startups et grands groupes, avec dans le portefeuille d'incubateurs aujourd'hui plus d'une vingtaine de secteurs donc, qui sont représentés. Mais concrètement, donc, si on revient à l'objectif de cette thématique aujourd'hui, comment finalement on va pouvoir permettre cette collaboration. Cela va passer donc par cette innovation externe et derrière, nous verrons dans un deuxième temps comment accompagner les salariés réellement dans cette innovation et dans cette transformation. Donc, l'innovation externe, les accélérateurs, aujourd'hui, nous en accélérons 12 de groupes différents. 6 donc, que vous voyez ici représentés dans des secteurs multiples, que ce soit la santé, l'environnement, les médias, la food. 6 autres plutôt dans les banques et assurances. Et donc, l'objectif, c'est de vous donner aussi des cas d'usage pour montrer comment ils ont pu véritablement collaborer et construire des solutions ensemble. Alors, pourquoi déjà lancer un accélérateur? Quel est l'enjeu pour le groupe? Tout d'abord, intégrer vraiment des nouveaux produits, des services ou apporter des process innovants finalement au sein de l'entreprise.
Ça va permettre de prendre un temps d'avance sur des concurrents et aussi diffuser un message fort d'innovation auprès des partenaires, des clients, des concurrents pour justement faire rayonner votre marque et donc apporter aussi cette transformation digitale à votre groupe. Et par ailleurs, apporter cette acculturation des collaborateurs pour qu'ils se sentent investis dans cette transformation et que il est important finalement que l'innovation ne soit pas cantonnée à un seul service en groupe, mais que tout le monde se sente investi et intégré dans la démarche. Donc finalement, comment assurer cette réussite en interne de par notre expérience, on vous conseille toujours de démarrer par la définition de vos enjeux. Quelle stratégie souhaitez-vous mettre en place par rapport justement à cette transformation, à l'innovation que vous voulez apporter? Et on vous conseille vraiment de redéfinir ces enjeux avec des visions croisées en rassemblant les différentes directions transverses pour pouvoir justement avoir des apports plus du terrain, pour avoir les différents enjeux de secteurs que vous avez en interne. Et l'idéal, quand on lance un tel accélérateur dans un groupe, c'est vraiment d'avoir une personne dédiée. Nous, on le fait de manière extérieure, donc comme un tiers de confiance quand on travaille avec les groupes que l'on vous a cités par ailleurs tout à l'heure, parce que ça va permettre justement d'accompagner cette relation entre la start-up et le groupe, tout en apportant une relation de confiance à la start-up qui forcément ne va pas donner les mêmes choses aux partenaires parce qu'ils sont obligés quand même de montrer le meilleur d'eux-mêmes quand ils collaborent avec un groupe. Donc nous, on instaure cette relation de confiance pour assurer aussi la pérennité des projets pour le groupe et veiller à ce que la contractualisation et véritablement la pérennité du projet soit assurée. Donc, de votre côté, soit vous prenez un partenaire externe qui vous accompagne dans cette démarche, soit en interne, c'est important véritablement que vous ayez une personne, une cellule dédiée qui puisse faire cette coordination de programme et qui soit le référent qui apporte cette dynamique interne. Pour cela, l'objectif, c'est d'être, on va dire, un phare pour chercher justement ces startups qui vont correspondre le mieux à ces enjeux. Et donc, le sourcing et la qualité finalement des startups qui seront recueillies sera essentiel pour la réussite de l'accélérateur. Donc, tout va venir de la qualité du projet qui répondent à vos enjeux de départ. Donc, c'est un point qui est essentiel. J'y reviendrai un petit peu tout à l'heure pour savoir comment on s'y prend. Et derrière, pour accompagner la start-up dans la gestion de projet et la co-construction avec le groupe, il y a forcément un travail de définition des synergies, de gestion de projet à assurer avec vos salariés, mais également tout un travail sur la pérennité finalement de l'entreprise à assurer et donc accompagner dans toutes les problématiques, les besoins que pourrait avoir une start-up finalement pendant le long de votre relation, puisque des difficultés financières, RH, ne doivent pas venir entraver finalement vos relations. Donc, il est important en fait de pouvoir apporter un programme d'accompagnement à leur croissance, puisque ça reste des jeunes entreprises, et donc pour assurer cette bonne coordination et cette bonne réalisation finalement d'une preuve de concept que vous pourriez avoir ensemble, il est important de doubler finalement par un programme de suivi finalement de cette croissance-là. Et donc, cela se fait aussi en parallèle forcément avec le bon sourcing. Tout à l'heure, je vous disais qu'il était indispensable finalement d'apporter cette qualité dès le départ. Et donc, pour ça, il faut déjà des entreprises qui soient avec une équipe constituée, qui collaborent déjà donc, avec quelques groupes ou qui ont du moins déjà une preuve de concept qui a été testée sur le marché et qui puisse être actionnable. Donc ça fait partie des critères de base pour ne pas prendre une entreprise trop jeune pour assurer justement une pérennité dans vos relations. Donc, avoir des premiers KPI et retours marché est vraiment essentiel dès le départ.
Derrière, sur les phases justement de levée de fonds, c'est important de voir la capacité aussi financière de l'entreprise pour qu'elle ait au moins une visibilité sur l'année contractuelle pour justement assurer ses besoins, voir si elle est en levée de fonds. Donc, il y a vraiment un travail de détection finalement des faiblesses potentielles de l'entreprise qui doit être fait. Et donc, c'est en cela, nous, quand on travaille avec nos groupes, que l'on travaille justement dans une approche en entonnoir. Pour vous donner une idée, quand on source justement des projets, notamment pour notre partenaire Boehringer Ingelheim en santé ou Serfim dans l'environnement, sur une promotion, donc on a 2 promotions par an. Sur une promotion, on va sourcer près de 120 projets qui sont liés aux thématiques, aux enjeux qu'on a définis en amont. Donc, c'est quand même une quantité qui est importante de projets sourcés. Et l'objectif, c'est de venir affiner par des entretiens plus qualifiés pour justement forcément approfondir la technologie, mais faire un audit de l'équipe qui constitue justement le projet, savoir s'ils peuvent assurer véritablement la pérennité de l'entreprise, voir aussi au niveau financier, comme je vous le disais, la soutenabilité aussi de l'entreprise. Donc, c'est un travail de qualification qui doit être fait. Suite à cela, quand on retient donc des entreprises qui semblent être les plus qualifiées, l'objectif, c'est de faire rencontrer ces entreprises avec vos experts métiers internes, puisqu'ils sont au plus près finalement des enjeux terrain, des problématiques de l'entreprise, pour voir si les synergies répondent bien au métier. Donc, il y a vraiment ce travail de qualification que vous devez faire en interne. Et c'est en cela que je vais passer justement la parole à un de nos référents d'accélération interne, Benjamin, sur notre accélérateur HopLab avec le groupe EBRA. Et puis derrière, Sabine vous présentera aussi un cas d'usage avec le groupe Intermarché pour vous montrer justement comment ils s'y prennent et quels sont ces cas d'usage. Donc Benjamin, je te laisse présenter l'accélérateur HopLab. Merci Violaine, bonjour tout le monde. Alors vous pensez ne pas connaître EBRA, j'en suis sûr, mais en fait vous connaissez EBRA. C'est le plus gros groupe de presse quotidienne régionale en France en termes de nombre de tirages quotidiens, puisqu'en fait ils ont 9 titres sur l'ensemble de la bande Est, donc ça va de la Lorraine jusqu'au Vaucluse. Et ce groupe est réparti en différents pôles, dont le pôle ADN qui en fait contient l'Alsace et les DNA, d'où ADN, donc un jeu de mots, et d'autres titres également du type Passion Vosges, Saison d'Alsace, le JDE qui est le journal des enfants et qui lui est tiré au niveau national. Et en fait, ce qui est important de le savoir, c'est que c'est une organisation matricielle avec un siège qui est basé à Paris, avec une direction marketing et innovation qui est basée à Paris. Et donc, l'objectif d'avoir un accélérateur dans un des titres, c'est vraiment de faire ressortir des projets plutôt bottom-up et non pas top-down, comme ça a souvent été le cas au sein du groupe, notamment ces dernières années, dans le cadre de la transition digitale de l'ensemble du groupe. Et donc, dans ce contexte-là, on a forcément identifié les enjeux majeurs du pôle ADN, qui en fait est commun à l'ensemble des titres de PQR, hein, on ne va pas se mentir, qui est en fait autour du rajeunissement de la cible. On sait très bien qu'aujourd'hui, donc la presse quotidienne régionale, je ne sais pas où vous vivez, mais il y a forcément un titre de PQR autour de chez vous. Et très souvent, c'est plus considéré comme le journal des grands-parents que comme le journal des parents. Donc, il y a un véritable enjeu sur la pérennité des titres. Donc, rajeunissement de la cible. Évidemment, le rajeunissement de la cible passe forcément par l'expérience lecteur. On a également des enjeux rédactionnels, forcément, parce qu'on est quand même dans un journal accessoirement, donc autour des nouveaux formats et des podcasts. Mais comme vous le savez ou pas, dans un journal, en fait, il y a plusieurs métiers différents qui peuvent avoir a priori des enjeux qui sont divergents, mais justement, tout l'enjeu de l'accélérateur est de montrer la convergence des différents sujets, notamment de la logistique, donc qui concerne plutôt tout ce qui est industrie, forcément, et livraison. Et après, les verticales qui sont autour de la diversification en fait, des offres qui peuvent être proposées aux lecteurs. Donc, ça concerne à la fois la régie publicitaire, parce que forcément,
Les annonceurs vont être différents en fonction si vous développez une verticale tourisme ou une verticale immobilier ou une verticale auto. Il y a aussi des enjeux forcément rédactionnels, parce qu'il faut avoir du contenu en lien avec ces annonceurs-là, et aussi un lien avec évidemment le marketing en termes de diversification et d'image et de perception de la marque de ces verticales par les lecteurs. Donc ça, c'est l'ensemble, enfin les 6 enjeux majeurs pour les DNA et le pôle ADN. Si on peut passer juste à celle d'après, merci. Hop là, donc on l'a lancé en septembre 2020, donc il y a, on va dire, 1 an et demi. Dans la dynamique, il y a quand même 40 collaborateurs qui sont impliqués. Donc, ce que disait Violaine tout à l'heure, c'est ceux qu'on appelle les experts métiers, c'est-à-dire qui sont référents en termes de compétences sur leur secteur d'activité. Donc, il y a des journalistes, il y a des gens de la régie, il y a des gens du technique, il y a des gens du marketing. Et l'objectif, c'est vraiment de les faire travailler et les acculturer aux méthodes agiles, aux méthodes Scrum. Donc, c'est-à-dire qu'on se fixe des micro-objectifs à chaque session de travail pour atteindre à terme un objectif long terme. Jusque-là, il y a 15 startups qui sont intégrées dans la dynamique HopLab, certaines avec qui c'est terminé, certaines avec qui on est encore en cours. Je ne les ai pas toutes mises, certaines, c'est pour des raisons de confidentialité. Mais en tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que l'objectif, c'est vraiment de réussir à porter des projets qui sont transverses, parce qu'aujourd'hui, le pôle ADN avait pour habitude de vraiment travailler en mode silo. Donc, la rédaction ne communiquait pas forcément avec la régie publicitaire, qui elle-même ne communiquait pas forcément avec l'industrie. Et donc, l'objectif, c'est de porter un maximum de projets transversaux. Donc, on va présenter notamment le POC avec Epopia plus longuement, mais par exemple, Baguette Box, c'est un projet autour de la logistique. Templar, qui est le logo rose et vert au milieu, c'est un projet autour de la réalité augmentée. Donc, on crée une plateforme avec des templates pour créer de manière très simplifiée du contenu en réalité augmentée. Donc, forcément, ça parle à la fois à la régie, à la rédaction et au marketing. Et ensuite, pour tenir le timing, parce que faut tenir le timing. On va vite vous présenter le POC avec Epopia, qui est en fait, donc le JDE, c'est le journal des enfants qui est intégré donc au pôle ADN, qui lui est distribué au niveau national. Et le POC qu'on a identifié avec Epopia, qui est une startup qui donne aux enfants le goût de lire et d'écrire à travers des relations épistolaires interactives avec des personnages fictifs et un système de courrier. C'est en fait de sensibiliser les publics scolaires aux fake news, donc vraiment les éduquer entre guillemets aux médias. Et l'intérêt, l'aspect win-win en fait de ce POC-là avec la startup, c'est que les offres B2B, que ce soit pour Epopia ou pour le JDE, étaient en berne. Donc la startup apporte le cachet plus innovant. Avec eux aujourd'hui, ils sont très très présents sur le digital, ils s'adressent directement aux enseignants, là où nous on apporte avec le JDE une image qui est plus institutionnelle. Et donc, comment, là, vous avez le concept, mais j'imagine que le support, on va vous l'envoyer, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Et on va faire le lancement commercial avec des précommandes en mai, mais le vrai lancement commercial en septembre. Et forcément, le ROI, on n'en a pas encore. Et on fera le point d'ici, premièrement, fin 2022 et après, à plus long terme, fin 2023. Merci à vous. Et évidemment, n'hésitez pas si vous avez des questions par la suite. Donc, je vais maintenant vous présenter notre accélérateur qu'on opère pour Intermarché, qui s'appelle l'accélérateur Incubinter. Donc, Intermarché, c'est un des leaders de la grande distribution qui est présent partout en France, que ce soit sur des formats de magasins, donc des hypermarchés, des supermarchés et également des magasins de proximité. Donc, comme on vous l'a dit, chaque accélérateur est vraiment un programme sur mesure en fonction des enjeux remontés donc, par le corporate qu'on accompagne. Et en ce qui concerne Intermarché, l'accélérateur s'inscrit vraiment dans sa démarche d'open innovation pour l'accompagner donc dans sa stratégie d'innovation et plus particulièrement dans sa transformation digitale, donc autour d'enjeux clés. C'est vraiment des enjeux donc 360 qui répondent aux besoins, donc vraiment terrain, des magasins sur le terrain. Et donc, ça va être comme par exemple donc améliorer les processus achats, les processus de supply chain, également tout ce qui est problématique liée à l'encaissement, la sécurité en magasin, faciliter et vraiment apporter de l'innovation dans tout ce qui est gestion de chaque rayon, mais également gestion du magasin en général.
On a également un enjeu qui s'inscrit dans la transition écologique et RSE et c'est vrai qu'en ce qui concerne les startups accompagnées, il y en a beaucoup qui répondent à cet enjeu parce que c'est vraiment une problématique qui va prendre de plus en plus de place dans le monde de la grande distribution. Et pour finir, des enjeux autour de l'expérience client et tout ce qui est mobilier intelligent. Et donc, on a également 15 startups dans le programme Incubinter. Donc, c'est un programme qui a été lancé en 2019. Il y a 20 collaborateurs impliqués, donc que ce soit au sein de la direction digitale, la direction RSE, la direction innovation concept et bien sûr directement des responsables de magasins qui sont impliqués dans nos comités d'innovation. Et donc là, je vous ai mis un panorama des startups qui font partie du programme et elles co-construisent vraiment des solutions qui répondent aux enjeux que je vous ai cités. Et donc, par exemple, très clairement, on a la startup Hublot qui a co-construit une solution pour faciliter la gestion du rayon de la marée, parce que c'est un rayon qui était un peu en marge de la transition digitale. On a par exemple également SmartVrac qui permet de digitaliser et faciliter le rayon vrac, BoxCity qui propose un service de consigne pour les rayons traditionnels. Donc, vous voyez, vous avez tout un panorama de startups qui co-construisent ces solutions qui répondent aux enjeux d'Intermarché. Et donc, je vais me dépêcher pour vous présenter le cas Achalandé. Donc, Achalandé, en fait, c'est le Doctolib de la grande distribution. C'est une startup construit une plateforme de collaboration pour faciliter la rencontre commerciale entre les fournisseurs de la grande distribution et les chefs de rayon responsables de magasins. Parce que c'est un vrai problème, la fameuse visite blanche pour les commerciaux. C'est coûteux, chronophage, à la fois pour la grande distribution et pour les marques. Et donc, grâce à un ensemble de fonctionnalités, que ce soit l'agenda en ligne, l'annuaire de la force de vente, les sélections des plages dédiées pour prise de rendez-vous, et ça permet un vrai gain de temps dans l'opérationnel métier des chefs de rayon, du chiffre d'affaires additionnel, de l'exploitation de la data de la rencontre commerciale et bien sûr, de digitaliser ce processus d'achat terrain en magasin. Donc, n'hésitez pas à la suite si vous avez des questions. Et peut-être, donc, pour ajouter à tout cela sur ce besoin de sourcing qu'ont les grands groupes, les PME, on se rend compte que ce n'est pas toujours lorsqu'on qualifie, on recherche ces startups seulement par mots-clés. On voit qu'en fait, on a des technologies qui peuvent être complètement dans d'autres secteurs, qui finalement peuvent être transformées sur un autre secteur. On avait le cas de MCADOR, notamment sur l'analyse d'images qu'on a présenté à Boehringer Ingelheim. À la base, en fait, il était dans le milieu ferroviaire, donc travaillait avec la SNCF. Et là, en fait, cette technologie va être adaptée finalement plutôt à tout ce qui est analyse d'images sur des mirages pour des œufs, pour des vaccins. Donc, c'est intéressant en fait de voir comment des technologies d'autres secteurs peuvent être transposées finalement dans notre milieu. Donc, voilà, à regarder de près sur ces secteurs-là. Je vais passer maintenant sur comment innover en interne donc avec ses salariés, parce que c'est important justement de pouvoir intégrer dans cette dynamique véritablement les collaborateurs. Comment pouvoir intégrer ces collaborateurs dans cette démarche d'innovation. Donc, on repart toujours, même ici, de la définition des enjeux, puisque c'est la base, justement, pour pouvoir, derrière, créer cette dynamique en repartant sur cette dimension stratégique que l'on souhaite obtenir. Et pour cela, on travaille également avec des directions transverses pour essayer de projeter quels enjeux allons-nous finalement mettre en avant pour pouvoir dynamiser cette approche au sein des collaborateurs. Donc, cela va permettre d'onboarder déjà les cadres clés et créer une première dynamique interne. Et suite à cela, on vous incite vraiment à travailler en idéation en interne. Ça peut être justement des petites demi-journées d'idéation jusqu'à des journées d'hackathon comme on verra après. Mais l'objectif, c'est vraiment d'essayer de repartir de besoins terrain. En fait, vos salariés sont au plus près des besoins des clients, des besoins finalement en changement, transformation de process interne. Et donc, il
sortir de leurs irritants, des problématiques qu'ils ont au quotidien. Et c'est encore mieux de pouvoir l'ouvrir après à des extérieurs, à des experts métiers, à des clients potentiels. Lorsqu'on veut intégrer justement les salariés dans cette dynamique, on vous conseille également de mettre en place une plateforme qui permet justement d'aller recenser toutes ces idées auprès des collaborateurs, créer une dynamique pour que justement la moindre idée qui puisse surgir puisse être annotée quelque part et créer un processus de vote pour que vraiment tout le monde se prenne au jeu et se sente concerné et que voilà, l'innovation ne soit pas cloisonnée dans un service, mais que vraiment tous les collaborateurs prennent part à cette stratégie et finalement apportent leur pierre à l'édifice sur finalement des enjeux qu'ils voient au quotidien dans leur métier. Après ça, pour que justement ces boîtes à idées ne finissent pas en effet de frustration et coup d'épée dans l'eau quand on voit dans de nombreuses entreprises, il est vraiment important de pouvoir apporter finalement de la concrétisation pour assurer la réalisation des projets, parce que ça va bien une fois, deux fois, les boîtes à idées, mais derrière, les salariés finalement se frustrent parce qu'il y a finalement aucune idée qui ont été mises en place. Donc, on vous incite véritablement à apporter du concret avec des journées qui vont permettre d'affiner leurs propositions de valeur, leur positionnement, ce qui va permettre aussi à vos jurys de dérisquer l'investissement qu'ils pourraient faire dans de tels projets, voir s'il y a une véritable valeur pour votre groupe et quel impact que cela pourrait provoquer. Incitez-les à aller auprès des utilisateurs, faire des observations terrain avec des méthodologies de design thinking, de retour marché. Donc, véritablement, aller à la rencontre des clients, des utilisateurs et apportez-leur des outils qui leur permettront de concrétiser réellement ces projets. En interne, chez Incubator, juste pour vous donner globalement comment on les accompagne sur ces démarches, ça pourra vous donner des idées finalement de quelles options vous pourriez aussi mettre en place en interne. Il en existe plusieurs à prendre en compte. Déjà, ne réinventez pas la roue. Si vous avez des idées de collaborateurs qui existent sur le marché, il est important en fait de regarder s'il y a justement des alternatives. Autant collaborer avec des solutions déjà existantes, cela sera plus rapide, moins coûteux et donc essayer d'étudier, faire une étude de l'existant. Si vous voyez que justement il n'existe aucune alternative, là vous devez vous poser deux questions. Est-ce que je suis en capacité finalement de détacher mes salariés et cela à temps plein, à mi-temps, ou est-ce que j'ai besoin de quelque chose de flexible? Nous, on accompagne des projets comme chez Boehringer Ingelheim où ils sont complètement détachés pendant 6 mois, mais donc c'est un certain coût, investissement RH, mais en même temps une formation des salariés puisqu'ils ressortent finalement avec un apprentissage par l'expérience comme une start-up et ils reviennent aussi reboostés et avec des outils qu'ils pourront utiliser dans leur métier plus tard. Donc ça, c'est une approche vraiment RH. On a des entreprises, là, c'est le cas avec la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes où c'est pas toujours simple de détacher des projets. On va pouvoir peut-être proposer un mode studio où on va pouvoir mener des projets en allant recruter des personnes extérieures sur une courte durée qui va permettre finalement aux salariés de mentorer le projet, donc de guider, d'apporter ce cap, mais on apporte finalement une aide extérieure pour mener ce projet. Et puis après, vous pouvez avoir des apports un peu plus flexibles avec du conseil et vos collaborateurs restent en poste. Donc, essayez de voir quels sont vos enjeux RH, quels résultats vous voulez obtenir et finalement, comment apporter une réelle réalisation, concrétisation pour apporter du ROI aussi à votre entreprise, que ça soit dans la montée en compétences des salariés, mais également justement sur des nouveaux services ou nouveaux process que vous pourriez optimiser en interne.
Donc, pour cela, je voudrais passer la parole à Anaïs Dutoit-Liardeau, qui est avocate au barreau de Lyon, avec qui nous avons lancé un concours d'innovation, notamment avec le partenaire aussi Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je vais laisser Anaïs vous présenter un petit peu l'approche que l'on a eue. Merci beaucoup, Violaine. Vous m'entendez bien? Très bien. Merci beaucoup. Alors oui, donc je suis Anaïs Dutoit-Liardeau, avocate au barreau de Lyon, spécialisée dans le domaine de la propriété intellectuelle. Et quand on parle avocat, immédiatement, on n'a pas forcément l'idée de l'innovation qui vient directement. On peut penser que ces deux termes sont antinomiques. On peut des fois voir une profession un petit peu poussiéreuse, mais ce n'est pas le cas. Au barreau de Lyon, en fait, on a déjà, avec la commission innovation, on a un incubateur qui incube déjà une dizaine de Legal Tech en son sein. Et donc, en 2020-2021, on a commencé à réfléchir sur un challenge de l'innovation qui viendrait faire un peu promouvoir des idées nouvelles, fédérer autour de projets innovants et puis faire bouger les codes de notre profession dans le but de détecter en fait des pépites, des nouvelles legal tech, essentiellement des legal tech faites et portées par des avocats à destination du public avocat. Donc, on s'est rapproché donc de BP Aura, je vois qu'Edith est en ligne, et aussi donc de Incubator, qui en fait a été le chef d'orchestre du concours en fait de l'innovation. Parce qu'en fait, il faut bien savoir que nous, personnellement, ce n'est pas notre métier. On avait une idée, on avait une trame de ce ce qu'on voulait que soit le concours de l'innovation, mais on n'avait pas toute l'expérience et on n'avait pas vraiment d'idée sur la structuration même du projet. Donc, voilà, on s'est tourné vers un incubateur qui, comme je vous le disais, était vraiment un maillon essentiel dans la concrétisation de l'idée qu'on avait eue et dans la réussite, en fait, du challenge. Comme Violaine vous l'a expliqué, il y a eu différentes étapes, mais le fil rouge, en fait, c'est l'accompagnement qu'on a eu tout au long du challenge, vraiment de la création jusqu'à la remise des prix. Ça a été un accompagnement qui a été constant et avec une très grande agilité et une structuration vraiment très bénéfique. Idéalement, on voulait faire un concours plus d'idéation que de projets extrêmement matures qui étaient déjà prêts à être lancés sur le marché. Mais dans un contexte comme ça, il fallait qu'on crée en fait une dynamique au sein des barreaux de l'Auvergne-Rhône-Alpes pour créer en fait cette envie, ce dynamisme de participation en fait au concours. Donc, en réfléchissant avec Incubator, on a mis en place donc, cette matinée d'idéation qui a été extrêmement riche. Nous, on voulait attirer déjà des avocats qui avaient des idées, mais aussi des avocats qui avaient envie en fait d'enrichir la profession, mais qui n'avaient pas forcément d'idées. Donc, cette matinée, elle a été très dynamique, enrichissante, avec des petits groupes, des ateliers et en fonction des thèmes qu'on avait déjà élaborés en amont avec Violaine, il y a eu des groupes qui ont pu participer à l'amélioration, par exemple, des relations clients, l'amélioration des process internes au cabinet d'avocats, sans parler seulement de digitalisation, mais d'avoir une vision beaucoup plus large, la proposition de nouveaux services juridiques, par exemple, à nos clients. Donc, à l'issue en fait de cette matinée d'idéation, a été élaborée donc la plateforme de vote pour créer en fait son profil, déposer ses projets, et puis après pour avoir accès en fait à ces différents projets et pouvoir voter pour ces projets coup de cœur. Donc là, on a eu une quarantaine de projets qui ont été déposés. Et puis après, bon, il y a eu un peu un écrémage, mais au final, on a eu quand même un beau cheptel de projets déposés. La plateforme, nous, ce qu'on a beaucoup apprécié, c'est qu'il y a eu une très forte réactivité au niveau d'Incubator parce que tout était à peu près personnalisable avec les développeurs. Donc, il y a eu vraiment une grande personnification du projet. Et donc ça nous a permis en fait d'enclencher la sélection, les votes.
Après cette phase-là, il y a une phase qui a été très intéressante aussi, donc la phase du Boost Day, que vous avez tout à l'heure appelé Boost Camp. Et donc là, ça a été une journée entière, intense, pour les candidats qui avaient déjà été présélectionnés. Et voilà, c'était vraiment très intéressant parce que ça permettait de confronter les différents points de vue, de faire des analyses marché, de faire des apprentissages au pitch pour voilà, s'entraîner pour la sélection au jury et de présenter son projet et de pitcher son projet. Donc ça a été vraiment très intéressant. On a déjà même vu qu'il y a des projets qui ont d'ores et déjà pivoté lors du Boost Camp. Donc voilà, de voir qu'il y avait tout est en mutation en fait constante, et rien qu'avec cette journée-là, il y en a qui ont déjà réorienté leur projet ou de dénommer différemment ou d'orienter sur différents secteurs. Donc ça, c'était véritablement intéressant. Et puis ensuite, bien sûr, la phase avec les lauréats, comme je vous disais tout à l'heure, nous avons été aussi accompagnés par BP Aura. Et donc, il y a eu différents prix en fonction d'un prix du barreau, le prix de BP Aura, puis le prix d'incubateur, avec des lots qui ont été constitués d'un accompagnement auprès d'incubateurs qui sont actuellement encore en cours, vu que les lauréats ont été désignés en décembre 2021. Donc voilà, là c'est encore tout frais, et donc on n'a pas encore tous les retours en fait des candidats. Pour résumer, on y a vu beaucoup d'avantages de passer par incubateur. Au niveau organisationnel, c'est indéniable. Je vous disais tout à l'heure, la structuration du projet, l'expérience, votre propre expérience qui nous a véritablement porté à accomplir en fait ce travail qui nous semblait vraiment un travail de titan. Donc, ça a été extrêmement agréable d'être accompagné dans ce projet, une forte réactivité, une adaptation très importante. Pour prendre deux micro-points, mais voilà, on s'est rendu compte que la version de la plateforme n'était pas mobile responsive. En un jour, c'était bouclé. Donc, ça a été fait directement par les développeurs. La veille de la remise des prix, mince, on n'a pas de diplôme. Pierre-Louis s'en est chargé. En 2 heures, ça a été fait. Donc, voilà, c'est très agréable de travailler dans ce contexte-là. Et puis, voilà, nous, ce qu'on a préféré, comme je vous disais, c'était la matinée d'idéation. Le Boost Camp, on a vu que ça a été vraiment très porteur pour nos avocats, pour nos élèves avocats aussi. Et puis, la preuve, en fait, du succès qu'on a rencontré grâce à Incubator, c'est véritablement, on a voulu aussi instituer ce projet-là en biennale. Et donc, en principe, en 2023, il y aura la saison 2 du concours de l'innovation, toujours avec nos partenaires, on l'espère, BP Aura et bien sûr Incubateur. Voilà, je vous remercie, Hélène. J'espère que je n'ai pas été trop longue. C'était parfait. Merci pour ce retour d'expérience. Je vais peut-être passer rapidement sur ce cas d'usage sur la caisse d'épargne Midi-Pyrénées. C'était juste pour insister véritablement sur l'importance d'ouvrir en fait votre idéation auprès de vos collaborateurs, mais également de clients, d'experts métiers, d'étudiants, pour ouvrir justement le champ des possibles, les visions, repartir justement de besoins réellement clients. Là, sur la caisse d'épargne, on avait eu 60 participants et donc 12 idées qui étaient intervenues, donc une par table. Donc, quand on ressort d'une journée comme ça, ça nous permet vraiment de prendre du recul et d'élargir véritablement les horizons. Donc, je vous incite vraiment à repenser vos manières d'apporter cette idéation en interne et de l'ouvrir, de ne pas avoir peur justement d'ouvrir. Au contraire, ça peut que vous apporter encore davantage de services et qui seront encore plus adaptés finalement aux besoins des contextes actuels. Je vais conclure justement donc sur nos différents partenaires à qui on a pu apporter donc des services, des solutions. On s'adapte justement à chaque fois à chaque besoin, et chaque entreprise est différente. Donc, on a vraiment beaucoup de cas d'usage différents. Si à un moment donné, vous avez besoin de retour d'expérience, n'hésitez pas par ailleurs, puisqu'on a vraiment des cas assez spécifiques pour chacun.
On va profiter des quelques minutes qui restent pour prendre vos questions parce qu'on est malheureusement obligé de balayer assez rapidement les thématiques. Donc, on est ouvert à répondre à toute interrogation que vous auriez. Et merci pour votre écoute. Est-ce que vous avez des questions particulières? Est-ce que c'était tout clair? Muriel, quelle est la durée de la phase de sourcing? Alors, chez nous, en tout cas, la durée de sourcing est d'à peu près, on va dire, 1 mois de travail, de recherche. Il nous faut vraiment ce mois-là. Nous, pour vous donner une idée, hein, c'est vraiment un travail de fourmi, la manière dont on fonctionne. Notre ancrage territorial nous permet d'être au plus près de tous les pôles de compétitivité, les sociétés d'accélération de transfert technologie, les laboratoires, les accélérateurs, ce qui fait qu'il faut qu'on déploie un petit peu en région tous nos réseaux pour pouvoir lancer ces filets pour aller trouver ces pépites-là. Donc, on se laisse 1 mois véritablement pour faire des recherches sur Internet, aller voir nos réseaux, travailler justement cette communication, même si on travaille sur une communication mutualisée au niveau national sur l'année. Et après, il y a toute la phase de tri qui doit se faire. Et donc, les entretiens derrière débutent. Il faut prévoir, je pense, 1 mois entre véritablement la qualification qu'on doit faire des startups pour voir si elles ont le niveau suffisant, la pérennité potentielle par rapport justement à la contractualisation qu'on veut opérer avec le groupe et la rencontre des experts métiers. Et sincèrement, on ne peut pas lancer un accélérateur sans faire ces rencontres d'experts métiers en amont. Si on ne le fait pas, on a 2 problématiques. La première, c'est l'adaptation réelle aux besoins que vous avez en interne. Et la seconde, c'est que si on n'a pas intégré dès le départ les experts métiers dans la démarche, s'ils n'ont pas assuré finalement la validation du projet en amont, ça sera très difficile de leur imposer le projet après coup. Parce qu'ils ont déjà des feuilles de route remplies. Si on leur apporte en fait des projets après coup, finalement, ils se sentent beaucoup moins intégrés dans la démarche, alors que s'ils étaient volontaires dès le départ, sincèrement, la démarche et la mise en place se fera beaucoup plus en douceur et de manière volontaire avec les équipes d'experts métiers. Donc, il faut compter 2 mois largement. Violaine, tout à l'heure, il a été question, c'est Delphine qui parle, mentor chez Oui. Incubator. Il a été question tout à l'heure de hackathon, mais le sujet n'a pas été développé. Est-ce que je peux donner mon retour sur ce qu'est un hackathon et à quel point ça sert et quel est le bénéfice? Avec grand plaisir, Delphine. Alors, moi, je n'ai pas fait de hackathon chez Incubator, mais je l'ai fait par ailleurs avec une autre structure qui est ma propre structure. Et le fait d'inclure ce que tu disais tout à l'heure, le fait d'inclure les clients, les fournisseurs, les prospects, les bénéficiaires de la solution permet de sortir du cadre et de travailler l'idéation avec des références extrêmement différentes et bien plus riches. Et sur une journée, on peut arriver à sortir à une solution qui est prototypable. Donc, en tant que participante et en tant que jury, je trouve que c'est extrêmement riche et extrêmement bénéfique. Merci pour ce retour. N'hésitez pas si vous avez des questions justement sur ces hackathons, ces formats d'innovation interne. Tout va bien. Est-ce qu'on prend une dernière question ou est-ce qu'on est bon? Muriel, comment devenir mentor? On a tout un programme de mentorat. Donc, si vous êtes intéressé, justement, on peut vous intégrer dans la démarche puisqu'on invite les mentors
à suivre donc les projets qui s'inscrivent chez Incubator. On a des vagues tous les trimestres de projets donc, qui arrivent au stade de l'idée. Donc ça, c'est notre métier plutôt d'incubation. Là, on vous a présenté plutôt ce qu'on fait avec le volet entreprise, mais donc on a un métier aussi d'accompagnement d'entrepreneurs des stades de l'idée. Donc on a toute une plateforme pour venir challenger les projets qui entrent. Donc en tant que mentor, l'objectif, c'est de pouvoir justement guider ces projets. On vous invite également aux jurys qui permettent de sélectionner les projets qui rentrent chez Incubator. On a des événements type un crash test. Alors, l'événement crash test est très apprécié des mentors et aussi des startups, puisque tout entrepreneur qui a une idée peut venir en fait se faire challenger le projet et avoir vraiment un effet miroir. Et finalement, toutes les 20 minutes, il passe d'un îlot de mentor à un autre. Et donc, ça lui permet d'avoir des visions et des apports par rapport à des secteurs, des expériences différentes pour pouvoir aller plus loin dans son projet. Donc, voilà, je vous incite un jour à participer à cet événement-là. Et puis, on a différents autres événements qu'on ouvre aux mentors pour justement se confronter, comprendre justement l'innovation. Peut-être que Delphine, tu veux ajouter un petit mot vu que tu es mentor là-dessus. C'est toujours magique, en fait, un événement crash test. Parce qu'en fait, le fourmillement du terrain et des propositions est tellement large que c'est enrichissant pour le mentor. Et le fait de challenger quelqu'un, ça invite à l'écoute active et au questionnement pertinent, en fait. Et c'est extrêmement enrichissant pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas, Muriel, à nous recontacter si vous voulez faire l'essai. Ça sera avec grand plaisir qu'on rentrera dans nos mentors. Les crash tests sont ouverts au public, Violaine? Oui, donc Anaïs, si tu veux participer un jour et être dans nos mentors pour le crash test, tu es la bienvenue également. D'accord, merci. Edith, justement, qui est notre partenaire chez Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, je crois, n'en rate aucun. Je pense que depuis les débuts, elle est toujours chez nous, Edith. Oui, je confirme, c'est vraiment très intéressant. Et comme le disait Delphine, ce qui est intéressant aussi, c'est cette richesse des projets. Et je trouve que ça donne vraiment une vision de quelles sont les préoccupations en fait de tout le monde. Et du coup, pour nous, c'est enrichissant de savoir à quoi s'intéressent les autres personnes pour pouvoir innover chez nous. Super, merci pour vos retours également. Je pense qu'on arrive un petit peu à la fin du webinaire. J'espère qu'il a été utile pour vous. On reste à disposition si vous avez la moindre question, si vous souhaitez justement assister au crash test ou être mentor chez nous, ça sera avec grand plaisir. Merci à tous et à toutes. Je vous souhaite une excellente après-midi et au plaisir de vous revoir.